On est du coup ce soir avec Christophe Simon qui est responsable des concours CITEC Caen. Bonsoir Christophe. Bonsoir Clément. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous présenter du coup votre c'est qu'un responsable des concours? Donc, je suis Christophe Simon et donc responsable des concours d'admission, c'est-à-dire l'organisateur de tous les processus d'admission au sein de l'école, que ce soit après le bac ou après bac plus 2, plus 1, plus 3, toutes les possibilités, les portes d'entrée que l'on a sur l'école. Merci beaucoup Christophe. Donc du coup vous l'avez dit, on va y revenir un peu plus tard dans ce live. Il y a de différents moments dans ces études où l'on peut intégrer le SITC Caen. On va plutôt se concentrer là sur le post-bac, c'est-à-dire l'intégration pour les terminales qui sont en ce moment en plein dans la procédure Parcoursup. Donc ma question est très simple Christophe. Je suis en terminale, je veux intégrer le SITC, qu'est-ce que je fais? Alors, comme tu le disais très bien, donc Parcoursup, porte d'entrée principale, et au sein de Parcoursup, donc s'inscrire sur le concours à venir, qui est un concours qui regroupe 7 écoles d'ingénieurs, et qui permettra donc à ce candidat de postuler sur ces 7 écoles et ces 13 campus de ce concours. Et donc du coup, le concours à venir, vous nous l'avez dit, donc qui regroupe 7 écoles d'ingénieurs, dont la vôtre. Comment est-ce que ça se déroule le concours après, donc on s'inscrit sur Parcoursup et qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la configuration telle qu'on souhaite qu'elle se passe, parce qu'avec les conditions sanitaires, on ne sait pas trop comment cela peut évoluer, mais nous avons choisi au sein du concours à venir de conserver la tenue des épreuves écrites qui se dérouleront donc fin avril. Donc globalement, après avoir candidaté via Parcoursup au concours à venir, donc le concours va récupérer toutes les notes de tous les candidats, toutes les notes de première, du bac de français, des épreuves de spécialité, des 2 premiers trimestres de terminale. Et on va donc faire un premier ordonnancement, un premier classement de l'ensemble de ces candidats. Sur ce premier classement, donc là on va prendre toute une partie supérieure de ce classement que l'on va désigner comme grand classé. Et ces grands classés-là vont être dispensés d'épreuves écrites. Et tous les autres candidats, eux, par contre, seront convoqués aux épreuves écrites le dimanche 25 avril matin pour venir passer 3 épreuves écrites. Une épreuve de mathématiques, parce que nous sommes des écoles scientifiques, donc il faut les mathématiques pour faire notre travail. Une épreuve d'anglais, parce que nous serons ingénieurs, donc il faudra aller à l'étranger, forcément, et discuter avec des étrangers. Et l'anglais est la langue, je dirais, du travail. Et ensuite, une épreuve nouvelle cette année, une épreuve de sciences, qui permettra donc à chaque lycéen de composer sur sa deuxième matière scientifique, spécialité scientifique qu'il a choisie en terminale, soit physique, soit sciences de l'ingénieur, soit sciences numériques, soit sciences de la vie et de la terre. Tout cela va nous donner donc un nouveau classement, un classement final, dans lequel chaque école va organiser ses candidats. Et puis, ce sera au candidat, à toute fin de processus, de choisir l'école dans laquelle il souhaite intégrer en fonction de ses résultats. Donc vous nous l'avez bien expliqué. Donc il y a d'abord des grands classés qui, eux, ont eu des résultats, on va dire, de bons résultats au lycée, suffisamment en tout cas pour être exemptés du concours écrit. Voilà, tout à fait, hein, pour compléter les grands classés, généralement, ils obtiennent une mention bien à très bien pour donner un peu le profil. Donc on est quand même sur des, voilà, sur des lycéens d'un très bon niveau, mais même si on a, on va dire, un niveau un petit peu plus faible, on peut tout à fait avoir ses chances, puisque derrière, on va passer les épreuves du concours, donc les 3 épreuves que vous nous avez bien expliquées, et qui permettront ensuite d'intégrer ce classement pour pouvoir intégrer l'une des 7 écoles du concours à venir.
Tout à fait, il faut pas. C'est tout l'avantage du concours à venir et des épreuves écrites qu'on essaie de maintenir et qu'on espère maintenir coûte que coûte. C'est de pouvoir, entre guillemets, se rattraper, se remonter dans le classement. On met tout en œuvre pour cela, et c'est vraiment un objectif, puisqu'on a une application en ligne, on a des journées de préparation au concours qui permettent à chacun de s'entraîner avant et de se présenter à ces épreuves écrites-là dans les meilleures conditions possibles pour justement monter dans le classement et accéder à l'école d'ingénieur de son choix, voire de son rêve plutôt. Donc on peut conseiller aux lycéens de ne pas hésiter à aller sur le site internet du concours à venir, également sur le site internet de l'ESITC, où ils auront quelques supports pour les aider à préparer le concours. Absolument, voilà. Il y a une application en ligne et il y a aussi un sujet d'entraînement qui est proposé, et puis des journées de préparation au concours dans les 13 campus qui sont ouverts et qui permettent donc de venir s'entraîner à ces épreuves-là avec un enseignant qui va venir expliquer les questions d'entraînement, les astuces pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là du mieux possible et Nous, sans nous- stress. nous mettrons dans la description de la vidéo les différents liens qui vous permettront de retrouver ces supports ou de vous inscrire à ces supports. Merci beaucoup, Christophe. Donc, du coup, on parlait du niveau de la préparation. La question inévitable, c'est la question pour résumer, quelle moyenne faut-il avoir pour être admis? Donc, voilà, on ne fait pas exactement une question de moyenne, mais peut-être quel profil vous recherchez à recruter dans votre école? Oui, on n'est pas sur des sélections, je dirais, de science-fiction où chaque personne, chaque candidat est un chiffre. Loin de là. On s'attache surtout aux personnalités et aux profils, comme tu disais très bien, puisqu'un ingénieur, ça doit être quelqu'un qui doit être le plus éclectique possible, le plus ouvert possible, le plus ingénieux possible, la racine du terme. Et donc, on va chercher des profils homogènes dans les matières. On ne veut pas un élève qui serait hyper bon en mathématiques et qui ne se défendrait pas en langue ou en français, qui ne saurait pas écrire, je dirais, une phrase sans faute d'orthographe. Non, il faut quelqu'un qui soit bon dans chacune des matières. Et s'il fallait aller donner des chiffres, en fait, il faut regarder c'est la moyenne de sa classe. On va chercher un profil qui est dans matière après matière et dans la moyenne ou légèrement au-dessus de la moyenne de sa classe. On va pas chercher quelqu'un qui est très bon dans une matière et moins bon dans d'autres. Non, on veut un profil le plus homogène possible, de manière à montrer l'éclectisme du raisonnement, à montrer la capacité à s'ouvrir à toutes les matières sans faire de choix arbitraires qui ne veulent rien dire en fait. Ça. Merci beaucoup, Christophe, pour cette réponse complète. Effectivement, on ne cesse de le répéter pour toutes les formations, et ça vaut vraiment pour toutes les formations. Sur Parcoursup, ce qui va être étudié, c'est un dossier dans son intégralité, c'est des appréciations, des notes, un parcours, un projet. Enfin voilà, on n'est pas sur une moyenne comme ça figée, et tant mieux. Pas du Tant tout, mieux. tout à fait. Il y a quand même la personnalité qui rentre en jeu beaucoup, puisque pour compléter, dans l'examen du dossier, on ne va pas regarder que les chiffres d'ailleurs, on va aller regarder les appréciations de tous les enseignants, on va aller regarder ce qui est dit sur sa capacité à participer, sa capacité de réflexion, et toutes ces informations-là qui sont immatérielles en termes de chiffres, servent aussi à affiner notre organisation, notre ordonnancement, notre classement. C'est tout l'intérêt de notre, entre guillemets, algorithme d'ordonnancement qui est très fin et qui nous permet d'aller chercher ces personnalités de candidats. Merci beaucoup, Christophe. On a pas mal de questions en direct, donc le live a été relancé. Il fonctionne en direct, donc on va pouvoir prendre des questions en direct, et c'est mieux. Voilà, on a peut-être une colle qui nous demande colle du concours à venir. Moi, je les Ah, ai, moi.
Alors, on va voir si je ne me trompe pas. Il y a l'EPF d'abord, avec 3 campus à Sceaux, à Montpellier et à Troyes. Il y a l'Estaca avec 2 campus à Saclay et à Laval. Il y a l'ECE avec 2 campus également à Paris et à Lyon. Il y a l'ESILV avec un campus à La Défense. Il y a l'ESIGELEC avec un campus à Rouen. Il y a l'EXI avec 2 campus, un à La Rochelle et un à Maroc. Et puis il y a le CTC avec aussi 2 campus depuis cette année puisque le campus historique de Caen est en septembre 2021, donc en septembre prochain, le tout nouveau campus de l'ECTC à Lyon qui ouvre ses portes. Bah, parfait. J'ai bien révisé, hein, là. C'est un sans faute. Je vous avoue que j'ai vu la question, j'avais fait mon anti-sèche avant, mais c'est parfait, donc très bien. Voilà les 7 écoles. N'hésitez pas, la personne qui a posé la question, à aller vous renseigner sur le site des différentes écoles, voir leurs différences, ce qu'elles proposent. Et effectivement, vous nous l'avez annoncé, Christophe, le SITC qui ouvre un campus dans la belle ville de Lyon. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être attractif pour les lycéens de la région. Ou même d'ailleurs. On a une autre question en direct. On va essayer de traiter quelques questions en direct. Bonjour, peut-on prendre maths, SES et physique? Je pense qu'il s'agit des spécialités au lycée. Voilà, donc effectivement, alors c'est clair que toutes les écoles que je viens de citer, nous sommes des écoles scientifiques. Donc effectivement, les mathématiques c'est la base, c'est la spécialité de base sur laquelle on s'appuie. Sans être exclusif, un candidat qui n'aurait pas choisi les mathématiques pourrait passer le concours si il y aurait quand même à faire l'épreuve de mathématiques tout de même. Voilà, il n'a pas l'obligation de le faire. Tout le monde peut passer le concours. Mais c'est vrai que, étant donné que nous sommes des écoles scientifiques, nous nous basons en partie sur une épreuve de mathématiques. La physique, la spécialité physique est effectivement la deuxième matière, je dirais, sur laquelle on peut recommander de venir, encore une fois, parce que c'est le profil de nos écoles. Donc, autant être je dirais, dans l'axe des profils recherchés. Mais pas exclusivement. Comme je le disais tout à l'heure, l'épreuve de sciences, elle va apporter, certes, on peut composer sur la physique, mais on peut aussi composer sur les sciences de l'ingénieur, sur les numériques, sur les sciences de la vie de la Terre. Sur l'une de ces 4 spécialités-là, donc ce qui permet à un panel beaucoup plus important de candidats de venir sur notre concours. Et d'ailleurs, nos écoles à nous ne sont pas réfractaires à ces candidats qui auraient fait. Une autre question là, qui concerne le bac, qui nous demande, est-ce que avec un bac technologique STI 2D, on peut postuler pour le SITC Caen pour le concours à venir? Alors la réponse est oui, puisque nous recrutons à la fois sur des bacs généraux et à la fois sur des bacs STI. Je ne vais pas vous cacher tout de suite, il y a beaucoup moins de places ouvertes pour les bacs STI qu'il n'y a pour les bacs généraux. Pour les bacs STI, je dirais, il y a une autre filière qui est accessible, qui est le bachelor. Nous ouvrons également en septembre prochain un bachelor construction qui est aussi à destination et peut-être plus à destination des bacs STI et qui permettra d'avoir le grade de licence. C'est l'un des rares bachelors en France à pouvoir obtenir le grade de licence et qui permettra donc à ces bacheliers STI de venir avoir un diplôme intermédiaire. Et à l'issue de ce bachelor-là, en fonction de leurs résultats, s'ils sont bons, bien sûr, on pourra envisager avec eux des passerelles vers le diplôme d'ingénieur, éventuellement. C'est un diplôme qui se monte et qui ouvre, donc il faudra que chacun se cale par rapport à cette ouverture-là. Mais en tout cas, pour répondre plus près, de manière oui, il y a des bacs STI qui peuvent intégrer ce cursus ingénieur dès la fin du bac. Et à côté, nous avons également le bachelor construction qui permet à ces mêmes bacheliers STI de venir intégrer l'école pour un bachelor. Merci beaucoup, Christophe, pour cette réponse, une fois de plus, très, très complète. On a une autre question, du coup, qui rebondit un petit peu sur ce qu'on disait de Laura, qui nous demande, donc je vois qu'on a des auditeurs et des auditrices qui suivent ce qu'on dit, qui nous demandent quelles seraient les différences en fait, entre le campus de Caen et de Lyon. Aucune.
Si ce n'est que ce n'est pas dans la même ville. Oui. Euh, mais c'est les mêmes enseignements. Les deux campus formeront au même diplôme. Donc on aura les mêmes enseignements. Ça ne sera pas forcément les mêmes enseignants, bien sûr, mais c'est le même programme d'enseignement qui sera dispensé à Caen et à Lyon. De la même manière à Lyon ou à Caen, on espère bien confirmer et augmenter notre pourcentage de jeunes femmes au sein de l'école qui est de l'ordre de 30%. On aimerait bien que ça monte plus, mais on espère bien que ce soit à Caen ou à Lyon, on ait autant de jeunes femmes pour faire le même diplôme, donc les mêmes enseignements. On peut le dire aux jeunes femmes qui nous suivent, parce que là, c'est plusieurs questions de filles. Voilà, si vous voulez faire une école d'ingénieur, surtout ne vous censurez pas. Elles vous attendent vraiment avec beaucoup de joie de pouvoir effectivement avoir quelque chose qui soit plus équilibré en termes de hommes-femmes dans les différentes écoles. Et puis même dans le métier de la construction, je dirais, les jeunes femmes sont de plus en plus recherchées dans le métier, qui a toujours une étiquette de métier machiste, très masculin. Mais en fait, les grands groupes comme les PME recherchent ces jeunes femmes pour justement avoir une autre vision du métier, une vision plus apaisée, plus conciliante. euh, Pas moins ferme, hein. C'était tout aussi ferme, mais ça apporte beaucoup et elles sont très recherchées sur le secteur de l'emploi à la sortie de l'école. Ouais, comme vous le disiez, pour que ce soit à la fois les spécialités, les étudiants étrangers, etc., l'objectif, c'est d'avoir une diversité de Tout à profils, fait. justement, pour avoir tous les talents qui puissent s'exercer, que ce soit dans les écoles, mais derrière, dans le monde professionnel. Euh, Si vous voulez bien, Christophe, je voudrais qu'on discute ensemble d'un sujet qui est aussi un sujet qui revient souvent quand on parle des écoles d'ingénieurs, qui est la différence du coup entre une école post-bac, une école avec une prépa intégrée, les classes préparatoires scientifiques. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair entre ces différences et peut-être selon son profil, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, effectivement, c'est son profil, son appétence pour les types d'études qu'il faut bien regarder quand on veut choisir ces différents types d'écoles. Effectivement, il y a les écoles post-bac qui vont avoir donc 2 années de prépa intégrée et qui vont leur permettre d'accéder au cycle ingénieur de cette école. Et puis, vous avez les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, les classes prépa, qui, elles, vont avoir un objectif bien précis, c'est de préparer aux concours nationaux. Et donc, du coup, ça a deux visions totalement différentes de la prépa. Lorsque l'on rentre dans une prépa classique CPGE, maths physique, physique chimie, physique sciences de l'ingénieur, hein, physique technique pour les quatre principales sur lesquelles on recrute nous, comme c'est pour préparer à des concours nationaux à Bac+2, et que ces concours nationaux intéressent une multitude d'écoles qui ne recrutent qu'après ces concours-là, ce sont forcément des écoles, enfin des enseignements qui sont très généralistes et très approfondis, donc qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'intensité de travail, et sur des programmes de mathématiques de mathématiques ou de physique ou autres, qui sont extrêmement larges. L'inverse pour les prépas intégrés, surtout dans une école de spécialité comme la nôtre, c'est qu'on va se concentrer le programme sur les besoins du métier. Je vais prendre un exemple très concret, le programme de mathématiques des corps et des anneaux. C'est un programme extrêmement précis, extrêmement théorique. Euh, Nous, à l'école, on ne le traite pas. Pourquoi on ne le traite pas? Tout simplement parce que c'est un programme qui est à destination de ceux qui vont faire de la cryptologie. Dans le bâtiment, on ne fait pas de cryptologie, du moins pas encore, on ne crypte pas le béton dessus. Donc, ce programme-là, on ne va pas le traiter dans notre prépa intégrée, euh, ce qui va nous libérer de la place et ce qui va nous permettre de approfondir le calcul matriciel ou le calcul différentiel qui eux, sont des notions que l'on a besoin dans nos métiers-là. Par contre, en prépa classique, je dirais, ce programme des cordes et d'anneaux, il va être traité de manière approfondie et détaillée parce que il est potentiellement intéressant pour un élève de prépa qui désirerait s'orienter vers la cryptologie.
Donc voilà un peu la grande différence dessus. Et généralement, les prépas intégrés, alors, dans notre école à nous, donc on va en plus intégrer des cours un peu de premier niveau, je dirais, de découverte du métier auquel l'on formera après. Après, il faut aussi distinguer certaines prépas intégrées par rapport à d'autres. Certaines écoles, après la prépa intégrée, font un concours avant de rentrer dans le cycle ingénieur de leur propre école. D'autres ne le font pas. Nous, ne le fait pas. Un élève qui réussit sa deuxième année de cycle préparatoire a sa place naturelle dans le cycle ingénieur. Il n'y a pas à repasser un concours particulier dessus. Merci beaucoup Christophe, une fois de plus pour cette réponse complète. Voilà, vous pouvez aller vous renseigner sur les différentes, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France. Allez vous renseigner sur les différentes écoles. Donc voilà, ça peut être des modalités qui sont différentes selon les écoles. Mais effectivement, l'idée, c'est que la prépa intégrée, elle va déjà être un peu plus spécialisée en fait dans le domaine. Elle va déjà être plus presque dans la logique professionnelle, ou en tout cas spécialisée dans le domaine d'études, alors que les prépas scientifiques restent des grands domaines scientifiques plus ouverts. Donc c'est aussi ça la différence qui peut aiguiller votre choix en ce moment sur Parcoursup. Voilà, et en termes de prépa intégrée, juste pour compléter ton résumé, également les prépas intégrés, il y a les prépas intégrés d'écoles de spécialisation, telles que nous, et les prépas intégrés d'écoles généralistes qui rejoignent un peu il faut, encore une fois, il faut très bien dire à tous nos auditeurs, c'est comme ça qu'on dit, nos auditeurs, d'aller bien se renseigner sur les sites des écoles qui souhaitent intégrer pour bien avoir toutes les modalités de celles-ci. Merci beaucoup Christophe. Donc, moi, ce que je vous propose un petit peu, maintenant que je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour des différents aspects, on va dire, qui concernent l'intégration en école d'ingénieur et l'intégration à l'ESITC quand on parle le concours à venir. On a parlé des spécialités au bac, on a parlé de tout ça. On va peut-être parler un peu plus de ce qui se passe quand on est en école d'ingénieur. Ah, Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y apprend. Alors, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de toutes les matières, de toutes les années, mais globalement, un étudiant de l'ESITC, voilà, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il fait au cours de son cycle au sein de l'école. alors, nous sommes, encore une fois, et je le répète, une école de spécialisation. Donc, très rapidement, dès la première année, il va avoir des premiers cours de découverte du métier, que ce soit à la fois du bâtiment, des travaux publics, du génie civil au sens large. Et puis progressivement, au fur et à mesure que les années vont progresser, il va avoir de plus en plus d'intervenants professionnels qui vont venir lui faire cours. Et l'une des particularités qui est dans l'ADN de l'école, c'est que ces professionnels, ils vont beaucoup les faire travailler, ces étudiants-là, par projet, par méthodologie de projet. C'est-à-dire qu'on va les mettre, il y aura certes des cours en amphi, il y aura certes des TD par petits groupes d'une vingtaine d'élèves, mais on va de plus en plus, au fur et à mesure que les années passent, mettre des projets à réaliser par petits groupes sous la direction d'un enseignant, donc qui est généralement un professionnel, qui va les faire travailler sur des thématiques qu'il traite, lui, au jour le jour. Ça peut être, par exemple, des projets de calcul de béton, des calculs de construction métallique, des calculs de mécanique des sols, de résistance des matériaux, des projets qui vont également intégrer au fur et à mesure en quatrième et cinquième année des aspects de management, des aspects financiers, des aspects juridiques, donc qui va lui donner une idée du métier dans lequel l'élève va être versé à la fin de ces études-là, et il aura ainsi une vision des méthodes de travail, des méthodes d'organisation qu'il faut avoir quand on travaille en petits groupes, avec quelquefois des collègues sur lesquels on s'entend peut-être pas forcément toujours au début, mais après avec qui il faut composer pour aboutir à l'objectif. Et donc ça, c'est un peu l'ADN de l'école sur ces matières techniques et ces technosciences, d'aller travailler sous cette forme de projet, sur cette forme d'investissement où la question n'est peut-être pas aussi clairement énoncée que dans un contrôle sur table, mais l'objectif, il est là, c'est qu'il faut rendre un travail cadré
et ben, il faut apprendre à travailler ensemble. Donc ça, c'est l'ADN de l'école, ce type de mode de projet. Et ça peut aller très loin, puisque en cinquième année, ils sont par groupe de projets de plus d'une dizaine d'élèves et qui sont mis en compétition les uns par rapport aux autres pour rendre un projet qu'ils défendent devant un panel d'enseignants, à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan commercial, à la fois sur le plan financier. Et c'est au meilleur des projets qui remporte la palme, une coupe virtuelle du meilleur projet sur des sujets d'actualité qui peut être la rénovation, la création d'un nouveau port, par exemple, ou d'un nouveau quartier urbain. C'est des sujets très concrets qui leur sont proposés. Merci Christophe pour cette explication un petit peu de la pédagogie. Effectivement, c'est assez intéressant. Et puis, on le sait que quand on arrive dans les études supérieures, justement, c'est bien de pouvoir se confronter en fait à ce type de projet. Vous avez parlé aussi du travail de groupe, on l'a tous vécu en tant qu'étudiant. Ça apprend aussi, ça apprend à travailler en équipe, à savoir faire des concessions, à s'adapter aux autres. Donc, tout ça est intéressant dans l'avenir du projet professionnel. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des possibilités, c'est une question qui revient beaucoup, d'international au cours du cycle à l'ESTC. Donc, alors, on est dans une année un petit peu particulière pour certaines destinations, malheureusement, avec la crise sanitaire, mais on va dire d'un point de vue en temps normal, et les possibilités à l'international pour vos étudiants. Bah, on espère bien que ce temps normal va revenir très rapidement. Oui, effectivement. De toute manière, c'est une obligation pour toute école d'ingénieur hein, d'avoir un panel international. Aller à l'ESTC, donc nous avons la possibilité, effectivement, de donner la possibilité aux étudiants de faire soit un semestre à l'international, en fin de quatrième année ou en début de cinquième année, dans une école partenaire. Il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a au Canada, il y en a au Brésil, il y en a au Danemark, et j'en oublie forcément, en Vietnam, bien sûr. Donc voilà, on a cette possibilité d'échange semestriel, comme il y a la possibilité de faire une année complète d'échange à l'international. Là, c'est généralement la dernière année, la cinquième année qui est proposée, où là, encore une fois, dans des universités dans lesquelles on a des accords de coopération, ça peut être l'Espagne, ça peut être le Danemark, et on retrouve les pays que j'ai cités précédemment. Donc, l'élève va pouvoir aller suivre une formation à l'étranger dans le domaine, bien sûr, de la construction. Ils en reviennent d'ailleurs généralement avec des étoiles dans les yeux dessus. Certains même prolongent leur séjour au-delà de l'année pour revenir avec un Master of Science, donc un diplôme complémentaire à l'étranger, qui est presque un double diplôme qui va avoir sur cette thématique-là. Donc oui, il y a ces possibilités et on essaye de faire partir à peu près une trentaine de pourcents d'élèves à l'étranger. On aimerait qu'il y en ait plus toujours, mais bon, c'est chacun qui a son propre désir à l'étranger. Mais de toute manière, ils auront aussi la possibilité de se confronter à ces cultures étrangères, puisqu'on accueille, comme on le voyait tout à l'heure avec la question d'un auditeur, on accueille donc aussi des étudiants étrangers qui viennent passer une année ou deux au sein de l'école. Et donc là, il y a forcément un brassage culturel qui se fait entre les étudiants. Merci Christophe pour votre réponse. Donc, effectivement, l'international, c'est tout à fait possible. Et vous nous avez cité quelques destinations. On comprend qu'il y en a aussi pour tous les goûts et qu'on peut aller un peu sur tous les continents. Donc, c'est quand même aussi l'avantage de faire des études d'ingénieur, c'est qu'elles permettent ce type d'opportunité. Euh, Et beaucoup d'ailleurs restent aussi à l'étranger, repartent après leur diplôme, repartent travailler à l'étranger ensuite parce qu'ils ont pris des contacts dans les pays. Je citerai quelques-uns qui sont aux États-Unis et autres pays canadiens, dans le grand nord canadien, en train de construire des routes et des ouvrages. Et d'ailleurs, effectivement, vous nous le rappeliez, mais enfin, on peut tout à fait commencer sa carrière à l'étranger et c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans d'autres lives sur les écoles d'ingénieurs. Il faut savoir que à l'international, un diplôme d'ingénieur en France, généralement, est très reconnu. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un label qui est reconnu au-delà de nos frontières. Et donc, effectivement, si on veut commencer ses études, enfin, carrière professionnelle,
pardon, à l'étranger, c'est important. Et vous nous disiez aussi que le concours à venir comportait une épreuve d'anglais. Voilà, Eh bien oui, voilà, la boucle est bouclée. d'être à l'aise, voilà, d'être à l'aise à l'international. Alors, on a une question sur les frais de scolarité. Donc, quels sont les frais de scolarité donc, à l'ESITC? Est-ce que du coup les échanges sont payants? Alors, les frais de scolarité, donc sur chaque année du premier cycle, donc c'est 6 300 € l'année et 6 900 sur le cycle ingénieur. Il faut savoir aussi que ces frais de scolarité, ils sont complétés par des bourses d'État, puisque l'école étant reconnue par l'État et étant reconnue d'intérêt général, donc ces bourses d'État viennent abaisser ces frais de scolarité. Et si vous êtes boursier d'État, vous êtes aussi boursier d'école, puisque l'école rajoute des bourses sur ces candidats-là. Après, si pour l'échange, le principe d'un échange, justement, c'est de payer les mêmes frais de scolarité en France et pas à l'étranger. Parce que si vous prenez l'exemple du Canada ou des États-Unis, les frais de scolarité dans ces pays-là sont beaucoup plus élevés qu'en France. Donc l'idée, c'est d'avoir justement des accords, je dirais, bipartis, de manière à ce que nos étudiants n'aient pas à payer plus que les frais de scolarité qu'ils payeraient en France. Ça marche très bien en Europe, hein. On connaît tous le programme Erasmus, qui repose sur ce principe-là. On paye les frais de scolarité dans le pays d'origine et l'on va faire ses études dans un autre pays. C'est sous un principe d'échange, généralement, hein. On envoie un étudiant en Espagne, il y a un Espagnol qui vient, ou pas, enfin, en fonction des possibilités qu'il y a. Donc, voilà un peu pour les frais, les possibilités de financement. Je rajouterai ces possibilités de financement l'apprentissage sur le cycle ingénieur, qui permet à l'entreprise de financer les études. Et, je rajouterai également les stages, puisque si on cumule tous les stages faits à l'école, il y a quasiment 1 an de stages qui sont demandés aux élèves. Et ces stages-là sont généralement des stages longs de 3 mois, donc qui offrent gratification et qui permettent donc de venir un peu, je dirais, abaisser ces frais de scolarité. D'accord, bah vous avez bien répondu à tous les frais de scolarité, les échanges, etc. Donc effectivement, on le dit, les bourses, la possibilité de faire de l'apprentissage, les stages au cours des études qui peuvent être des stages rémunérés et effectivement, quand on part en échange, et ça vaut pour toutes les écoles, avec les écoles partenaires, on n'a pas de ça vaut aussi pour les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas de frais de scolarité en plus puisque justement ce sont des échanges, ce sont des accords entre les établissements. Voilà. Voilà. Donc merci beaucoup Christophe pour toutes ces réponses. Écoutez, peut-être on va peut-être conclure, peut-être un dernier mot sur peut-être les métiers les plus les plus fréquents à l'issue de votre école, et puis peut-être un petit dernier mot personnel. Eh bien, écoutez, là, il faut savoir que le métier principal auquel l'on va former nos élèves, sont le métier d'ingénieur travaux. C'est-à-dire, c'est la personne qui va être apte à prendre toutes les décisions de management d'une opération de construction, que ce soit des managements humains, le principal, que ce soit le management financier, contractuel, technique. Bref, et ça va être je dirais, le capitaine à bord du navire construction auquel on forme. Ça, c'est le principal, je dirais, le principal métier qui va être accessible à nos élèves. Mais certains vont plus s'orienter sur le bureau d'études, donc qui ont l'aspect plus calculatoire, plus mathématique, entre guillemets, de la profession. D'autres vont s'orienter plus vers le BIM, le Building Information Modeling, donc cette notion de maquette numérique, c'est-à-dire construire le bâtiment numériquement avant sa construction physique. Donc vont aller plutôt vers les bureaux de contrôle, d'autres vont aller plutôt vers la maîtrise d'œuvre. Enfin, il y a tout un panel de métiers qui sont ouverts à tous nos élèves. Et puis certains vont évoluer et évoluent forcément et heureusement au cours de leur vie professionnelle. Et il n'est pas rare de retrouver au bout de 5, 6 ans d'expérience professionnelle des élèves qui deviennent directeurs d'un service, d'une agence, voire certains qui
reprennent ou créent leur entreprise de construction parce que c'est dans leur DN et qu'ils ont suivi au sein de l'école les cours de reprise et de création d'entreprise qu'on leur a proposé. Donc, c'est un métier, la construction, qu'on n'imagine pas. Quand on ouvre le capot, on n'imagine pas toute la diversité qui peut y avoir. Et il y a vraiment plein de choses passionnantes à réaliser. Il y a d'autres métiers aussi qui le font très bien, mais nous, c'est encore mieux, encore, la, la construction. Et puis, ce qu'on fait, tout le monde le voit. Un bâtiment, une tour à la Défense, un ouvrage, le pont de Millau, quelle fierté de participer à tous ceux qui ont fait ces ouvrages-là. Ils en ressortent une certaine fierté à partager, à montrer ces grands ouvrages-là. Certains sont moins visibles. Quand on prend le métro à Paris, les tunnels, tout ça, c'est pas aussi spectaculaire. Par contre, à réaliser, à créer, c'est passionnant à faire. Et, euh, et quand on prend le métro, ben, il y a toujours des hommes qui qui les ont fait derrière. Et ce sont des métiers de la construction. Et ce sont des Des- métiers très utiles, du coup, effectivement, puisque essentiels à notre vie quotidienne, et puis, comme vous le disiez, qui reste dans le temps. Donc, je pense que en guise de conclusion, on est sur quelque chose de pas mal. Je vous remercie, Christophe, pour le temps que vous nous avez accordé ce soir et puis pour vos réponses qui ont été très complètes et qui, je pense, permettent d'apporter beaucoup d'éclaircissements à tous ceux qui veulent intégrer le SITC Caen, mais également d'autres écoles d'ingénieurs. Merci beaucoup, Christophe. Ben, merci Clément, c'était avec plaisir et à votre disposition s'il fallait recommencer, pas de problème. J'espère, oui, bah, on refera avec plaisir ce type de. À bientôt. À bientôt Clément, au revoir.